Rhapsodie cubaine, manège argentin, Cuba reste votre préoccupation principale, j'allais presque dire, et cependant vous en avez tellement d'autres. Quand on essaye, je ne vais pas me lancer dans l'exercice qui consisterait à résumer votre carrière en quelques mots, parce que là on en a pour le week-end, mais enfin, vous avez par exemple appris le théâtre auprès de Villard et de Roger Blin. Vous avez très très jeune fréquenté tous les grands intellectuels français. Vous êtes aussi bien cinéaste que dramaturge, romancier, essayiste. On a l'impression que dès que vous touchez dès que vous vous intéressez à un sujet, immédiatement vous le maîtrisez. Je suis très surpris, par exemple, enfin j'avais toujours été très étonné, dans Un Cubain à Paris, vous évoquez à un moment un séjour que vous faites en Italie. Et vous faites un séjour en Italie, alors évidemment, vous rencontrez tout de suite les meilleurs maîtres, les grands cinéastes, les grands intellectuels. Vous parlez immédiatement italien couramment, au point que vous vous demandez d'ailleurs si vous n'allez pas vous mettre à écrire, à devenir un écrivain italien. C'est-à-dire que vous pouvez, à un moment donné, vous dire voilà, je peux être un écrivain dans langue espagnole, je peux être un écrivain français, je peux être un écrivain italien. Vous êtes un écrivain français. Vous dites la France est mon pays, Cuba est mon calvaire, ce qui est quand même une formule condensée, assez résumée. Pourquoi Cuba est resté votre terrain d'inspiration, votre source et à la fois votre préoccupation majeure dans votre écriture? Bonsoir. C'est le pays de naissance. C'est-à-dire que pour ceux qui ont fait un petit tour autour de la psychanalyse de Freud, on sait très bien que c'est les 3 premières années, c'est surtout à partir de la troisième année que l'être humain, l'enfant, commence à voir, à sentir et à se rendre compte de ce qui l'entoure, de sa personnalité. Et donc, voilà, c'est la mère, le père, la famille, les enfants. Et ça ne s'oublie pas, ça ne s'oublie jamais. On peut croire par moments qu'on a tout oublié. Ce n'est pas vrai, on a toujours en soi. C'est passé de la première enfance. Donc, ma première enfance, c'était aussi assez extraordinaire. J'ai eu beaucoup de chance d'un mélange, musique métisse, culture métisse, un métissage total, puisque ma mère était andalouse, mais d'origine juive, séfarade. Mon père était espagnol de Madrid et ma nourrice était une haïtienne qui initiée, c'était une prêtresse vaudou. C'était un mambo, comme on appelle en Haïti, ou santera, comme on dit à Cuba. Et donc c'est ça qui est profondément en moi et que je ne peux pas quitter. Mais à part ça, je suis quelqu'un qui, heureusement, je suis très curieux. J'ai vraiment la curiosité, je crois que c'est quelque chose, un don, parce que quand je vois qu'il y a des personnes, et surtout des jeunes, qui ne sont pas curieux, je dis il y a un problème grave. Parce qu'il faut être curieux, il faut vouloir savoir, n'avoir pas de préjugés. J'ai eu la chance aussi de n'avoir jamais de préjugés d'aucune sorte. Donc voilà. Et puis, la chance d'avoir une oreille musicale qui me permet de passer de temps en temps d'une langue à l'autre, puisque très curieux à Cuba. Dans ma famille, j'étais entouré de toutes les provinces de l'Espagne, puisque mon papa était ministre à un moment donné de la culture, journaliste, avocat, et tous ses amis étaient espagnols, tous, mais espagnols de différentes régions de l'Espagne, un catalan, quelqu'un qui venait de la région de Franco, etc. Et donc tout petit, j'entendais parler en espagnol. En plus de cela, à ce moment-là, quand j'étais enfant, il existait un cinéma argentin, tu ne l'as pas connu parce que tu es trop jeune, quelle chance tu as, mais il y avait un formidable cinéma argentin et cinéma mexicain
qui après ont été détruits en Argentine par Evita Perón, qui avait vraiment fini avec tout le monde. Tout le monde devait s'en aller, les grands chanteurs, les grandes chanteuses comme Libertad Lamarque, etc. Et chez moi, comme mon papa, à un moment donné, il faisait beaucoup de choses aussi, il dirigeait une des premières chaînes de télé, chez moi passait tout le monde. Donc cette chance inouïe, que tout le monde passait, Libertad Lamarque passait parce qu'il adorait la nourriture que ma maman faisait, Carmen Amaya, donc... Et pour moi, c'était des superstars. Hein? C'est maintenant, comme on dit, people. Maintenant, les people, c'est rien. C'est des petits gens. Non, c'était des grands artistes. Grandes artistes. Carmen Amaya, Libertad Lamarque, Tito Guizar. Bon, et tout ce monde passait chez moi. Et en même temps, j'ai eu aussi la possibilité de rencontrer à l'université et avant à l'école à Raúl Castro, Fidel Castro. J'aurais préféré rencontrer Ava Gardner, mais bon, j'ai eu Raúl Castro, mais c'est tout. C'est aussi simple que ça. Eduardo Manet parle de l'importance de l'enfance. Évidemment, vous dites, Lara, vous parlez d'écrire la dictature à hauteur d'enfant. Et ce qui est un projet déjà singulier et original, parce qu'évidemment un enfant ne voit pas tout à fait les choses comme un adulte, ne comprend pas exactement quels sont les enjeux, commet d'ailleurs des erreurs, puisque la petite fille de l'histoire, on n'arrête pas de la réprimander, et qui la réprimande d'ailleurs, je n'ose pas révéler la fin de l'histoire, mais enfin, quelqu'un qui est assez mal placé pour le faire, en disant, voilà, tu mets tout le monde en danger, parce que les parents, voilà, on a une maison, il faut quand même expliquer un petit peu les choses, on a une maison, dans laquelle les parents sont en train d'installer une imprimerie clandestine. Et alors évidemment, pour installer cette imprimerie clandestine, ça suppose un certain nombre de travaux, une extrême discrétion. Donc celui qui conduit les travaux et qui organise un petit peu tout ça arrive à la maison toujours caché, sous une couverture, dans une voiture, de façon à ce que lui-même ne puisse pas repérer éventuellement la maison. Précautions quand même très importantes. Et puis il y a d'autres précautions qui sont prises. On installe par exemple un élevage de lapins, c'est un peu curieux, c'est un peu original comme idée, mais enfin bon, on installe un élevage de lapins en pensant que ça va servir à la fois d'alibi, ça va expliquer les allées et venues d'une camionnette, ça va expliquer, puis éventuellement, si un jour la maison est fouillée, ben on trouvera effectivement des cages remplies de lapins un peu partout, qui dissimulent une ouverture dans un mur, derrière lequel se trouve la presse et tout ce qui permet de fabriquer le journal d'une manière clandestine. Et alors la petite fille, évidemment, elle est tenue à une grande discrétion, mais elle dit des choses qu'il ne faudrait pas dire, elle ne voit pas où est le danger. Alors à hauteur d'enfant, c'est très difficile en même temps de garder cette naïveté et de faire comprendre quels sont les enjeux. Par exemple, il y a cette scène très étonnante où la petite fille est invitée chez la voisine, et la voisine lui demande son nom. Et alors on lui a dit évidemment qu'il ne fallait pas dire son nom, elle dit je sais pas. Alors comment une gamine qui a je sais plus quel âge, elle a 8-9 ans, je ne sais plus. Je n'ai pas de nom de famille. C'est pas possible que tu ne saches pas ton nom. Alors elle dit non, je sais pas que j'ai oublié, je n'ai pas de nom de famille. C'est le meilleur moyen d'attirer l'attention sur soi, évidemment, de dire ce genre de choses. Mais elle ne peut pas imaginer la gravité de la... Alors, comment...